Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle du dernier événement de la WWE, Money in the Bank, et on vous parle des finales de la Copa América et de l'Euro. Donc commençons avec Money in the Bank qui s'est passé le 6 juillet dernier au Scotiabank Arena à Toronto. Money in the Bank qui fait partie des Big Five des pay-per-views de la WWE avec Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania et Survivor Series. Donc le pay-per-view a commencé avec le Money in the Bank Ladder Match qui mettait en vedette Jey Uso, Chad Gable, Drew McIntyre, Andrade, Carmelo Hayes et LA Knight. Donc ça a vraiment été un match quand même assez bien disputé, quoique honnêtement, c'est un match qui était un peu en bas de nos attentes. Donc le match a commencé évidemment avec Jey Uso et LA Knight qui ont vraiment parti le bal du pay-per-view vu que c'était eux vraiment les favoris pour gagner ce match de Money in the Bank des hommes. À part LA Knight et Jey Uso, ça a vraiment été un match qui a beaucoup mis Chad Gable en évidence dans le ring. Il y a vraiment eu un très très bon match. Alors que dans les cas de Andrade et Carmelo Hayes, ça a surtout été eux qui sont fait pitcher sur des échelles. Donc essentiellement, ça a été ça. Mais dans l'essentiel, le match a été des spots d'échelle. Malgré que le public a chanté « We want tables », il n'y a pas eu de table dans ce match-ci. Mais ça a vraiment été à la fin où est-ce qu'il y a eu le gros highlight. Jey Uso qui vient pour agripper la Money in the Bank briefcase. Et c'est Drew McIntyre qui était un peu le underdog de ce match-là, a lancé comme un javelot l'échelle directement sur la face de Jey Uso. Et c'est lui qui a gagné le Money in the Bank Ladder Match. Donc tout le monde qui a écouté ce match-là, nous trois, on s'est dit peut-être que c'est ce soir qu'il va le cash-in vu que lui s'est fait enlever le World Heavyweight Championship à WrestleMania par Damian Priest, un peu par la faute de CM Punk. Donc deux scénarios pouvaient arriver à ce moment-là. Soit Drew McIntyre cash-in son Money in the Bank briefcase pendant le match de Seth Rollins et Damian Priest pour le World Heavyweight Championship qui va avoir lieu plus tard dans la soirée, soit CM Punk va faire une apparition pour screw McIntyre une fois de plus. Donc c'est vraiment les deux scénarios qui se sont affichés dans la tête de tout le WWE Universe lors de la fin de ce match. Si je peux donner un rating pour ce match, j'irais avec vraiment un 3 étoiles sur 5, vu que ça n'a pas été le Money in the Bank match des hommes le plus fulgurant. Oui, il y a eu des beaux spots avec les échelles, mais ça a été très évident quand, par exemple, LA Knight avait placé une échelle pour qu'il y ait le spot. Donc j'ai trouvé ça un peu... Oui, c'était entertaining. Je trouve que Chad Gable a été le meilleur lutteur du match. Je trouve que LA Knight et Jey Uso ont été un peu invisibles. La fin de match était très bonne, comme d'habitude, mais ça a vraiment été un match qui a, oui, bien commencé la carte, mais tout de même qui a été un peu comme « Ah, ok, c'était ça le match ». Donc j'avais beaucoup d'attentes personnellement pour le match Money in the Bank des femmes qui allait avoir lieu plus tard. Le prochain match de la carte a été Sami Zayn contre Bron Breakker qui, honnêtement, je trouve que Bron Breakker est un des meilleurs heels sur Raw en ce moment. C'est vraiment un gars qui sait vraiment être un des types de heels très très violents et très très physiques. Donc j'ai eu beaucoup de hype pour ce match-ci. Ça a été un match qui a fini avec seulement un finisher, mais pour aller dans l'ensemble, ça a vraiment été un match extrêmement dominant dès le début pour Bron Breakker, qui a vraiment surpris Sami Zayn avec vraiment son offensive extrêmement violente. Comme je l'ai dit, Bron Breakker qui est un gars du type assez violent. Et un des plus beaux spots de la carte a été lorsque Bron Breakker du top rope a performé un Frankensteiner, qui n'est pas le style de coup qu'on voit venant de gros gars comme lui. Et ça a été un near fall, mais Sami Zayn, contre toute attente, a réussi à s'en sortir. Et après, Zayn a contré le spear de Bron Breakker pour y aller du Hell of a Kick et a réussi à retenir le titre
contre cette bête féroce qu'est Braun Breaker. Donc vraiment, ça a été un match très entertaining. Comme j'ai dit, ça a été un match avec un finisher. Donc vraiment, ça a été short and sweet. Ça n'a pas été un type de match qui a duré une vingtaine, même une trentaine de minutes, comme des gros matchs qu'on a déjà vus dans le passé. Ça a été un match d'une quinzaine de minutes, mais ça a vraiment été un match efficace dans sa performance, autant de Sami Zayn et de Braun Breaker. Ça a été un bon match pour les deux. Est-ce que j'ai été surpris par la fin? Oui, parce que ça a été, comme j'ai dit, short and sweet. Mais je donnerais vraiment ce match-là 4 étoiles sur 5. Pas parfait, mais très très bien performé. À la suite de ce match, on a eu le droit à l'apparition de Trish Stratus, qui était la hôtesse de Money in the Bank de cette année. Et elle a amené un élément surprise à ce pay-per-view. C'est John Cena qui est revenu pour la première fois depuis le Raw après WrestleMania 40 en avril, qui portait un t-shirt qui disait John Cena Farewell Tour 2025 et avec sa fameuse serviette qui disait The Last Time Is Now, qui fait référence évidemment à sa musique d'entrée qu'il a depuis une bonne quinzaine d'années déjà. Donc Cena est entré dans le ring et disait qu'il allait officiellement annoncer sa retraite de la WWE dès 2025. Donc ça vraiment c'est rentré comme un gros troc dans le WWE Universe. John Cena qui pendant presque 20 ans et plus a été vraiment la face de la WWE. Même les gens qui sont pas fans de lutte connaissent John Cena, que ce soit par les memes ou juste par l'internet ou par l'apparition de ce gars-là dans des films ou dans des entrevues peu importe où. C'est vraiment un gars qui a laissé sa place dans la culture populaire internationale, dans la musique, le sport, évidemment, mais surtout dans tout ce qui est culture populaire. Dès que tu entends quelqu'un dire John Cena, n'importe qui dans la salle va pas mal savoir de qui on parle, en fait. Donc, John Cena a dit que le Royal Rumble 2025 allait être son dernier, que WrestleMania 41, qui est le prochain WrestleMania, ce sera son dernier, mais il a dit tout de même en entrevue après Money in the Bank qu'il allait continuer à lutter dans l'ensemble de l'année 2025. Donc dans le monde de la lutte, 2025 sera reconnu comme l'année de la retraite de John Cena. Donc il va apparaître dans sûrement tous les gros pay-per-views qui vont suivre 2025, mais vraiment WrestleMania 2025, SummerSlam 2025, sûrement Survivor Series 2025, tout ce qui est dans le Big Five des pay-per-views de la WWE, ça sera ses derniers pay-per-views en carrière. Allons-y avec le match controversé de cette pay-per-view. Damien Priest qui défendait son World Heavyweight Championship contre Seth freaking Rollins. Il y avait une stipulation pour ce match, c'était que si Damien Priest retenait le titre, Rollins ne pouvait plus jamais challenge pour le titre tout au long que Priest était champion. Mais si Seth freaking Rollins gagnait, Priest devait quitter le Judgment Day. Et dans les Raw qui précédaient ce Money in the Bank, il y avait énormément de tensions qui se créaient entre Damien Priest et Finn Balor. Donc c'était la condition pour ce match. Donc dans l'ensemble, ça a été un match, encore une fois, extrêmement bien performé, autant de Seth Rollins que de Damien Priest. On a pu voir un curb stomp de la part de Seth Rollins et Damien Priest qui a hit le Razor's Edge. Et dans les deux cas, ça a été un near fall. Mais le spot que tout le monde parle, évidemment, de ce match, ça a été lorsque Seth Rollins a frappé Damien Priest avec son genou et a tenté le Falcon Arrow, ce qui a amené, évidemment, un pin. Mais le ref a arrêté le countdown à 2. Et évidemment, on était présents lorsqu'on a tous les trois regardé ce pay-per-view. Damien Priest n'a jamais kick-out de ce Falcon Arrow de Seth Rollins. Donc ça a créé un peu un moment de, je dirais, de malaise au sein du pay-per-view. On ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y a un botch? Évidemment que oui. Il y a eu un botch de la part de Damien Priest. Et environ une trentaine de secondes est passée et on a entendu la fameuse musique de Drew McIntyre qui a cash in son Money in the Bank contract. Donc le match est devenu comme quand Seth Rollins a cash in à WrestleMania 31.
le match est devenu un triple threat. Donc, il y a deux théories qui peut avoir lieu par rapport à ce botch. C'est que soit la musique de Drew McIntyre allait, d'une façon ou d'une autre, arrêter le pin, donc allait distraire le referee, si on veut, ou soit Damien Priest avait été blessé ou sonné par le genou que Seth Rollins lui avait donné avant de performer le Falcon Arrow. Donc ça a été vraiment un legit botch. C'était vraiment pas très beau à voir, là. Probablement un des pires botches de l'année, mais bon. Donc, Drew McIntyre a cash in son Money in the Bank contract, donc le match est devenu un triple threat. Et c'est ici que CM Punk s'amène du public, allant frapper évidemment Drew McIntyre, l'empêchant de bien performer pour cette victoire. Il l'a frappé avec une chaise, il l'a étranglé avec un fil de caméra et essentiellement a pris le World Heavyweight Championship après l'avoir amené dans le ring. Et c'est là qu'il a frappé Drew McIntyre avec le titre. Damien Priest a performé le finisher South of Heaven et c'est ça qui a scellé le match. Damien Priest, malgré tout le bordel qui s'est passé, a réussi à retenir son World Heavyweight Championship. Donc, Seth Rollins ne peut donc plus challenge Damien Priest pour le titre vu que c'était une des conditions du match. Damien Priest reste dans le Judgment Day et vraiment les choses entre Drew McIntyre et CM Punk ne sont pas proches de s'améliorer. Et c'est pas tout pour Drew McIntyre puisque pendant le pre-show panel qui mettait en vedette Jackie Redmond, Biggie et Bad News Wade Barrett, Drew McIntyre s'est amené sur le panel pour se plaindre qu'il s'était encore une fois fait screwed et ça a été pas mal violent, une réaction très violente de sa part. Un ref a été poussé et même le general manager de Raw, Adam Pearce, s'en est mêlé, a essayé de dire à Drew McIntyre de se calmer, mais Drew McIntyre lui a donné un coup de coude en pleine mâchoire, ce qui a éventuellement offert à Drew McIntyre une suspension sans limite pour le moment. Et c'est vraiment Wade Barrett. On peut dire que Wade Barrett a sauvé sa carrière. Il a dit « Drew, si tu le frappes encore, ta carrière est finie. » Donc Adam Pearce a annoncé avant le Raw qui allait suivre Money in the Bank que Drew McIntyre allait être suspendu jusqu'à une certaine limite de temps. On ne le sait pas encore. CM Punk, lui, dans son cas, autant que Drew McIntyre, allait être mis à l'amende. Donc, ça a vraiment été les conséquences des actes de Drew McIntyre et de CM Punk lors de ce match entre Damien Priest et Seth freaking Rollins. Donc, ça va amener beaucoup de trucs intéressants par rapport à la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, qui a lieu depuis quelques mois après WrestleMania 40. Allons-y maintenant du Money in the Bank match des femmes qui mettaient en vedette Io Sky, Lyra Valkyria, Zoe Stark, Chelsea Green, Naomi et Tiffany Stratton de SmackDown. Donc ce match-là a surtout mis en vedette Chelsea Green qui avait quand même assez peur de monter l'échelle, mais ce match-là honnêtement a tellement eu des bons spots d'échelle. Les filles ont vraiment été à 100 000% sur ce match-là. Et le plus beau spot de la soirée, ça a été lorsque Chelsea Green a essayé, encore une fois, en montant l'échelle, d'agripper la valise de Money in the Bank. Et c'est Tiffany Stratton qui a poussé l'échelle, et ce qui a amené Green à crash dans les deux tables qui étaient mises à ringside. Donc vraiment, ça a été un spot, un This is Awesome du WWE Universe. Et c'est Stratton qui a réussi à monter l'échelle et à gagner le Money in the Bank pour les femmes. Donc ça a vraiment été, honnêtement, le meilleur match de la carte. Ça a vraiment été un match vraiment qui a été au-dessus de nos attentes. Quand ce qui est des matchs des femmes, le Universe a tendance à dire qu'il va être peut-être un peu moins bon que celui des hommes, mais vraiment les femmes ont complètement dominé le Money in the Bank match de cette carte. Donc vraiment un match 5 sur 5 sur ce match-là. Et finalement, le main event de Money in the Bank, c'était un 6-man tag team match qui mettait en vedette l'équipe de Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens,
qui affrontait le Bloodline 2.0, si on veut, de Solo Sikoa, le nouveau Tribal Chief, Tama Tonga et Jacob Fatu. Ils étaient accompagnés de Tonga Loa pour ce match. Donc il y a vraiment eu des très très bons highlights lors de ce match, mais vraiment celui qui a steal the show, ça a vraiment été Jacob Fatu qui performait son premier match dans la WWE. Jacob Fatu qui est vraiment un style très sauvage, très violent, un peu comme Braun Breaker qu'on a vu avec le match de Sami Zayn, mais lui c'est vraiment un peu fou comme on peut le dire. Et ça a été lorsque Randy Orton a été tag-in, et Jacob Fatu aussi, Randy Orton a fait son trademark DDT lorsque son adversaire a les deux pieds collés sur la deuxième corde. Il fait son DDT et Fatu a aucunement eu mal. Il s'est relevé et Orton était prêt pour le RKO, mais ça a vraiment été une grosse surprise de Orton qui s'est dit comment je vais faire pour mettre ce gars-là à terre. Donc ça a vraiment été honnêtement un des beaux spots de ce match. Évidemment, comme tout bon match de main event avec souvent des tag teams, le ref s'est fait knockdown ou s'est fait drag hors du ring. Et il y a un autre botch pendant ce match d'ailleurs. C'est lorsque Tonga Loa était dans le ring pour empêcher Kevin Owens de faire un de ses moves. Il a tenté évidemment un low blow, mais il a botch un low blow. Ça fait quand même quelques années qu'on suit la lutte. Ça doit faire une bonne dizaine d'années facilement. J'ai jamais vu quelqu'un botch un low blow. Un low blow est quand même un move très facile à faire dans le monde de la lutte. Mais il a réussi à botch ça. Donc il a dû retenter son low blow qui la deuxième fois était la bonne. Mais vraiment, Tonga Loa a eu l'air, je peux le dire, d'un clown sur ce move-là. Mais... sinon, dans l'ensemble du match, ça l'a fini comme suit. Le Bloodline a pris le pouvoir du ring et c'est Cody Rhodes qui a été pin par le nouveau Tribal Chief Solo Sikoa. Et c'est comme ça que Money in the Bank a terminé. Le Bloodline qui stand tall face à l'équipe de Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens. Passons maintenant du côté de l'Euro. On va commencer par les matchs éliminatoires. Donc, le premier match qui a eu lieu, c'est l'Italie contre la Suisse. La Suisse qui a réussi à passer en quart de finale avec une victoire de 2-0, qui à moi, personnellement, m'a surpris, car je pensais que l'Italie allait le remporter. Malgré que l'Italie avait la possession durant la majorité du match, ont très mal joué, ils faisaient des centres qui marchaient jamais et des passes qui arrivaient directement sur les pieds d'un joueur de l'équipe opposée. Parlons pas du côté défensif de l'équipe qui ne marchait vraiment pas non plus. Le seul joueur qui était à mon avis présent sur le terrain, Federico Chiesa, qui a fait 4 tirs au but, a fait tout son possible. Gianluca Scamacca, un de mes joueurs favoris dans l'équipe, habituellement un grand marqueur, a été très difficile pour lui, qui a fini le match avec 2 tirs. Sinon, du côté de la Suisse, Ruben Vargas, qui a marqué le deuxième but du match et a aussi une passe. Le premier but qui a été marqué à la 37e minute, Raymond Freuler, a aussi 3 tirs. Il y a aussi Dan Ndoye, qui s'est très bien présenté au match avec 4 tirs au but. On voyait clairement que la Suisse voulait passer au prochain tour. Le deuxième match qui a eu lieu était l'Allemagne contre Danemark. Comme on le savait tous, l'Allemagne qui passe au prochain tour avec une victoire de 2-0, eux aussi. Le premier but a été marqué par un tir de pénalité par Kai Havertz, qui a aussi eu 5 tirs. Le deuxième but a été marqué par Jamal Musiala à la 68e minute et à 2 tirs. Clairement, les deux joueurs étoiles du match avec Toni Kroos qui a été très présent aussi, mon joueur favori de cette équipe. Ce qui est du côté des défenseurs, Antonio Rudiger qui a 1 tacle, 55 passes et Joshua Kimmich, 1 tacle, 62 passes ont été très actifs et c'est même les meilleurs défenseurs. Pour Danemark, malgré les 7 arrêts de Kasper Schmeichel,
ce n'était pas assez pour avoir la victoire. Rasmus Højlund, quant à lui, a été très difficile de rentrer le ballon dans le but, à 4 tirs que lui aussi habituellement est un grand marqueur. Christian Eriksen, qui joue dans la Premier League avec Rasmus Højlund à Man United, a aussi eu de la difficulté avec 2 tirs. Le joueur qui n'a pas vraiment aidé, Joachim Andersen, a eu 4 fautes. C'est sûr que ça l'a nuit au match. Le troisième match qui a eu lieu, Angleterre contre la Slovaquie. L'Angleterre, qui réussit par justesse, gagne le match 2-1 avec le premier but du côté de l'Angleterre qui a été marqué dans les arrêts de jeu par Jude Bellingham et le deuxième en prolongation à la 91e minute par Harry Kane. Donc, c'est ça que je voulais dire par justesse. Sinon, en général, on savait que l'Angleterre allait passer au prochain tour. Pour les joueurs qui ont été présents comme mentionné auparavant, Jude Bellingham qui a le but et 2 tirs et Harry Kane qui a le deuxième but avec 5 tirs. Pour moi, je m'attendais à plus du côté de Phil Foden, un très bon joueur avec Man City qui n'a pas été capable de se démarquer ce match qui a seulement 1 tir. Même chose pour Bukayo Saka. Un défenseur avec Man City, Kyle Walker, un des meilleurs, a montré qu'il voulait gagner ce match avec son 12 passes. Jordan Pickford, qui a fait des arrêts splendides, sauve le match aussi. Du côté de la Slovaquie, Ivan Schranz, qui marque le premier but à la 25e minute, disons qu'on était très choqués par ce but rapide. Ivan a été un des seuls joueurs présents durant toute l'Euro. Les autres ont été décevants, à part ce qui est du côté du gardien de but, Martin Dubravka. Il a fait un bon match. Pour le 4e match, Espagne contre la Géorgie, l'Espagne se fait marquer au début du match et était la première fois qu'il se faisait accorder un but à l'Euro. A quand même gagné 4-1. Du côté de la Géorgie, leur gardien de but qui a tout fait son possible, Giorgi Mamardashvili, a fait 9 arrêts. Avec cette fiche, on voit que c'est les défenseurs qui n'étaient pas capables de rien faire ou c'est vraiment du côté de l'attaque de l'Espagne qui sont trop forts. Le seul but qui a été marqué à la 18e minute a été un own goal de Robin Lenormand. Sinon, la Géorgie a été capable de rien faire. Du côté de l'Espagne, le premier but a été marqué à la 39e minute par Rodri, qui a aussi fait 3 tirs. Le deuxième but a été marqué à la 51e minute par Fabian Ruiz, qui a aussi 7 tirs et 1 passe. Le troisième but a été marqué par Nico Williams à la 75e minute, qui a aussi 1 passe et 5 tirs. Le dernier but a été marqué à la 83e minute par Dani Olmo, qui a aussi 6 tirs. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est clairement l'attaque de l'Espagne qui est juste trop fort. Juste une petite mention pour Aymeric Laporte, qui a 111 passes, un tacle, et Marc Cucurella, qui a un tacle et 84 passes, les 2 meilleurs défenseurs. Pour le 5e match, France contre la Belgique, la France qui a réussi à gagner ce match par un own goal, réussit à passer au prochain tour avec une victoire de 1-0. Un match très égal entre 2 équipes qui ont eu beaucoup de difficultés de marquer un but dans cette compétition globalement, avec une équipe plus imposante que les Français. Les Belges auraient dû gagner ce match. Le seul joueur présent du côté de la Belgique a été Kevin De Bruyne. Même chose du côté de la France, ça l'a fait très dur. Un tournoi à oublier pour la Belgique avec les 3 buts refusés de Romelu Lukaku au début de l'Euro. Pour le 6e match, Portugal contre Slovénie, un match très serré qui a fini en tir de pénal. Le Portugal qui réussit à gagner 3-0. La Slovénie qui nous a surpris tout le match et quelques chances d'ici et là, des 2 côtés, mais personne n'a trouvé le fond du filet. Même Cristiano Ronaldo qui manque un tir de pénal, qui aurait pu gagner la victoire aux Portugais, mais il s'est repris lors de la séance du tir au but
et avec une belle performance du gardien Diogo Costa qui a fait 3 arrêts consécutifs et a permis au Portugal de remporter le match. Pour le 7e match, la Roumanie contre Pays-Bas. Pays-Bas qui réussit à passer au prochain tour avec une victoire de 3-0. Après un tournoi rempli de surprises de la part de la Roumanie, ils s'amènent en 16e de finale avec toute la confiance, mais pour la première fois du tournoi, vont affronter une puissance européenne et on a bien vu tout au long du match que les Pays-Bas ont dominé la Roumanie complètement. Le premier but a été marqué par Cody Gakpo à la 20e minute et les 2 prochains buts ont été marqués par Daniel Malen à la 83e minute et à la 93e minute du temps additionné. Grâce à cette belle victoire, l'équipe de Ronald Koeman vont pouvoir poursuivre leur parcours impressionnant, eux qui, depuis quelques années, avaient de la difficulté lors des tournois. Il faut souligner tout de même que malgré cette lourde défaite, la Roumanie nous a montré un système de jeu défensif qui dans le futur pourra leur servir grandement s'ils réussissent à se qualifier à la Coupe du Monde en 2026. Pour le 8e match, l'Autriche contre la Turquie gagne le match 2-1. La Turquie qui ont surpris en se qualifiant en 16e de finale, ils ont continué leur bon résultat avec un but dès la première minute sur leur spécialité, les corners, grâce à la bonne position de Mérit Demiral. Une fin de première mi-temps qui a été équilibrée entre les deux équipes au retour de la pause, encore une fois, sur leur spécialité, les corners. La Turquie et Mérit Demiral marquent son 2e du match. Les Suisses qui ont ensuite repris l'élan dans le match grâce à un but de Michael Gregoric à la 66e minute. Durant les dernières minutes, les Suisses qui attaquent la cage turque et on a dû attendre jusqu'à la dernière minute pour que le gardien turc, Mert Günok, fasse l'arrêt du tournoi sur une tête d'un joueur suisse parfait qui normalement aurait fait 2-2. La Turquie qui se sauve en quart de finale avec malheureusement plusieurs joueurs suspendus. Pour le premier match des quarts de finale, l'Espagne contre l'Allemagne. L'Espagne réussit à gagner le match 2-1. Un match pour l'équipe hôte, l'Allemagne, qui avec un bon tournoi jusqu'à présent, devait tout faire pour essayer de battre la puissance espagnole. L'Espagne qui a pris les devants rapidement grâce à un superbe but de la part de Dani Olmo sur une très belle passe du jeune Lamine Yamal. Un match qui malheureusement pour les Allemands, malgré un but de Florian Wirtz et les prolongations, a été dominé par l'Espagne au milieu de terrain et avec une défensive exemplaire, ont réussi à revenir vers le chemin de la victoire en fin de prolongation grâce à un centre parfait de Dani Olmo vers Mikel Merino, qui confirmera la présence de l'Espagne au prochain tour. Malheureusement pour l'Espagne, ils devront faire sans Robin le Normand et Dani Carvajal qui seront suspendus. Pour le prochain match, entre la France et le Portugal, on a le droit à un match entre deux des plus grands, entre Mbappé et Ronaldo. Une reprise de la finale de 2016 que le Portugal avait remporté 1-0. Le match a été serré avec quelques chances de chaque côté, mais rien vraiment pour inquiéter les gardiens. Peu d'actions impliquant Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé qui ont déçu dans ce match. On doit se rendre en tir au but où la France, malgré plusieurs difficultés dans ce domaine, ont réussi leurs 5 tirs alors que du côté portugais, João Félix a raté et du même coup mis fin au parcours du Portugal et de Cristiano Ronaldo qui avait annoncé un peu plus tôt qu'il participait à son dernier Euro en carrière. Lors du 47e match de cet Euro entre les Pays-Bas et la Turquie,
Les Pays-Bas se sont donné une frousse dès la 35e minute grâce à un but de la Turquie par Akaydin d'une très belle passe de Arda Güler, mais ils sont revenus en force lors de la deuxième mi-temps avec 2 buts coup sur coup de De Vrij à la 70e minute et d'un contre son camp de Mulder à la 76e minute. Par la suite, les Pays-Bas ont bien fermé le jeu jusqu'à la fin pour leur permettre d'obtenir leur billet pour les demi-finales de cet Euro. Pour le dernier match des corps entre l'Angleterre et la Suisse. L'Angleterre avait beaucoup à faire pour essuyer toutes les critiques alors que la Suisse arrivait avec beaucoup moins de pression sur les épaules. Un match chaudement disputé et il aurait fallu attendre la deuxième mi-temps pour que les Suisses ouvrent la marque grâce à Brel Embolo à la 75e minute. Mais comme les Anglais ont démontré tout au long du tournoi, ils sont revenus 5 minutes plus tard grâce à un très beau but de Bukayo Saka qui envoya les deux équipes en prolongation et jusqu'au tir de but où les Anglais ont réalisé un sans faute pour passer en demi alors que Manuel Akanji, lui, a raté pour les Suisses. Malgré leur défaite, une très bonne performance globale tout au long du tournoi de la part des Suisses. Pour le premier match des demi-finales, on avait le droit à tout un affrontement entre l'Espagne et la France. La France, qui ont eu beaucoup de difficultés à marquer dans le tournoi, ont frappé tôt dès la 9e minute de jeu grâce à Randal Kolo Muani. Mais comme lors du dernier match, les Espagnols ont repris le dessus et avec leur bon contrôle du milieu de terrain, les chances de marquer ont débloqué et Lamine Yamal, à la 21e minute, a marqué un but de toute beauté qui égalisait la marque 1-1 jusqu'au but de Dani Olmo, 4 minutes plus tard, qui donnait l'avance et la victoire aux Espagnols, puisque les Français n'ont jamais été capables de passer l'excellente défensive de l'Espagne. L'Espagne va donc jouer la finale contre le gagnant du match entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Et justement, ce match a été très serré après avoir pris les devants à la 7e minute grâce à Xavi Simons. Et justement, ce match a été très serré après avoir pris les devants à la 7e minute grâce à Xavi Simons. Ils ont accordé un pénalty à la 18e minute sur une faute de Denzel Dumfries sur Harry Kane et le capitaine anglais n'a pas raté sa chance et égalise 1-1. Le match s'est ensuite fermé et avec peu de chance, Gareth Southgate y est allé de 2 changements. Il a fait rentrer Cole Palmer et Ollie Watkins et à la 91e minute de jeu, Palmer y est allé d'une passe précise vers Watkins qui, avec un frappe croisé, a déjoué le gardien et a envoyé son équipe en finale de l'Euro pour une 2e édition de suite face, cette fois-ci, à l'Espagne. Pour cette grande finale, les Espagnols arrivaient favoris face à une équipe d'Angleterre qui avait encore beaucoup à prouver malgré leur place en finale. Un match où la première demi a été sensiblement égale et où le jeu était beaucoup plus d'évaluer l'adversaire et d'essayer de trouver les trous pour passer le ballon. Mais au retour des vestiaires, malgré la sortie de Rodri sur blessure, l'Espagne a réussi à frapper tôt à la 47e minute grâce à une belle passe encore une fois de Lamine Yamal vers William qui faisait 1-0. Les Espagnols se sont un peu reposés sur cette avance et malheureusement les Anglais à la 73e minute, grâce à un tir parfait à ras le sol de Cole Palmer, ont remis le compteur à 0 avec cette égalisation. Mais encore une fois, les Espagnols n'avaient pas dit leur dernier mot et Marc Cucurella, à la 86e minute, a servi une des très belles passes décisives du tournoi pour Mikel Oyarzabal, qui n'a pas manqué cette occasion de faire 2-1 en faveur de l'Espagne
et de réussir à remporter cet Euro 2024 qui a été parfaite en 7 matchs. Passons maintenant à la Copa América avec les 8 équipes qui font partie du carré d'as de cette compétition. Tout d'abord avec l'Argentine et l'Équateur, un match qui a été disputé, disons, à part égale du côté des deux équipes pendant tout le match. L'Argentine qui, malgré un Messi présent dans le match, ça a été un match extrêmement tranquille pour lui. Le premier but du match, ça a été marqué par Lisandro Martinez de la tête à la 35e minute. Et pendant tout le match, on pensait vraiment que l'Argentine allait se faufiler avec la victoire de 1-0. Mais à la 91e minute de jeu, c'est James Rodriguez de l'Équateur qui a égalisé la marque pour envoyer les deux équipes directement au tir au but. Puisque juste avant les quarts de finale, on a déterminé que seulement la finale aurait des prolongations. Tous les autres matchs qui devaient aller en temps supplémentaire seraient directement envoyés au tir au but. L'Argentine qui réussit à se sauver avec la victoire malgré le tir au but manqué de Lionel Messi qui est passé le premier pour son équipe. Mais l'Équateur, eux, se sont frottés à l'excellent gardien Dibu Martinez de l'Argentine qui a arrêté 2 pénaltys consécutifs. C'est ce qui a envoyé l'Argentine directement en demi-finale. Pour le deuxième match de ces quarts de finale entre le Venezuela et le Canada qui a finalement réussi à se qualifier pour la première fois à sa première participation en Copa en phase à élimination directe. Et ça a été un match déjà très tôt, de très bien lancé de la part du Canada, avec à la 13e minute une avance de 1-0 grâce à un but de Schaffelberg. Et ça a duré pendant un certain temps, cette avance, jusqu'à la 64e minute où le Venezuela et Salomon Rondon ont créé l'égalité. Et ce match-ci aussi s'est transporté directement au tir au but où Ismaël Koné du Canada a donné la victoire et a lancé le Canada directement en demi-finale face à l'Argentine de Messi qu'ils avaient affronté, faut pas l'oublier, au premier match de cette Copa América. Pour le troisième match maintenant, c'est la Colombie, une des équipes favorites pour le tournoi qui affrontait le Panama et ça a été vraiment un match à sens unique pour la Colombie, une victoire écrasante de 5-0 sur des buts de Cordoba à la 8e, Rodriguez à la 15e, Diaz à la 41e, Rios à la 70e et Borja à la 94e minute sur un penalty. Ça a vraiment été une domination totale de A à Z de la Colombie qui déjà à la mi-temps menait 3-0 sur le Panama qui vraiment n'a réussi à rien faire de toute la partie. L'Uruguay face au Brésil maintenant, un match qu'on attendait depuis longtemps, une confrontation très intéressante dans cette Copa América. Et le match a été très intéressant jusqu'au tir au but puisque ça a fini 0-0 à la limite des 90 minutes. Un match très bien disputé des deux côtés, très serré, plusieurs chances de chaque côté. Et ce qui a vraiment retenu l'attention dans ce match, c'est le carton rouge à la 74e minute de Nandez de l'Uruguay qui a ouvert un peu plus le jeu pour les Brésiliens qui n'ont pu en profiter et malheureusement n'ont pas pu réussir à remporter la victoire face à l'Uruguay au tir au but qui l'emporte 4-2 sur des buts de Valverde, Betancourt, De Arrascaeta et Ugarte. Alors que le Brésil, eux, ont raté 2 fois sur Militao et Douglas Luiz. Donc, une surprise dans un sens, puisque l'Uruguay est une équipe beaucoup plus vieillissante que le Brésil. Et le Brésil, qui avait beaucoup d'aspiration à remporter cette Copa, vient de se faire écarter des demi-finales par l'Uruguay qui affrontera la Colombie. Après une bonne vingtaine de minutes dans ce premier match de demi-finale entre l'Argentine et le Canada. On a vraiment vu une Argentine prendre les devants grâce entre autres au but de Juan Alvarez à la 22e. Et depuis
que Alvarez avait réussi à marquer ce but. Le Canada a vraiment essayé sans jamais trop inquiéter la cage de Martinez et finalement à la 51e minute, un peu comme au match d'ouverture, c'est Lionel Messi qui vient faire 2-0 pour son équipe et tout comme le match d'ouverture, le Canada s'incline en cette demi-finale record pour l'équipe, mais s'incline tout de même 2-0 et fera le match pour la 3e place face au perdant entre l'Uruguay et la Colombie. Pour cette deuxième demi-finale, donc entre l'Uruguay et la Colombie, ça a été un match serré. À la 39e minute, c'est Jefferson Lerma pour la Colombie qui a marqué un but. Faut pas oublier d'abord que Munoz, à la 45e minute de jeu, a été expulsé du match pour la Colombie. Donc, ils ont dû jouer toute la deuxième demi à 10. Et l'Uruguay, malgré certaines bonnes occasions en fin de match, ont jamais réussi à transpercer la défensive colombienne et n'ont pas réussi à déjouer le gardien. Donc la Colombie qui va réussir à passer en finale de cette Copa América face aux champions en titre, l'Argentine, alors que l'Uruguay, eux, vont disputer le match de la 3e place face au Canada. Donc, pour ce match de 3e place et ce match record pour le Canada qui, même s'ils réussissent ou non à gagner ce match, finiront dans le top 5 au moins de cette Copa América, ce qui est extraordinaire pour eux. Et ça a mal commencé pour le Canada, puisqu'à la 8e minute, c'est Rodrigo Betancourt qui marque pour l'Uruguay. Quelques minutes plus tard, c'est Ismaël Koné sur un retour de corner à la 22e minute qui crée l'égalité et redonne beaucoup d'espoir aux partisans canadiens présents dans le stade. Au retour de la mi-temps, ça a été un match chaudement disputé jusqu'à la 80e minute où Jonathan David a trouvé une ouverture et a réussi à inscrire pour la première fois le Canada à l'avance dans ce match. Qui jusqu'à présent était dominé en deuxième mi-temps par le Canada jusqu'à l'arrivée de Luis Suarez à la 92e minute de jeu où il crée l'égalité et envoie les deux équipes au tir au but. Et ça s'est corsé pour le Canada après deux ratés et aucun de la part de l'Uruguay. L'Uruguay qui est sacré meilleur 3e de cette Copa América. Et il faut quand même souligner, malgré cette défaite, le Canada qui finit 4e à leur première participation à une Copa América, c'est quand même extraordinaire. Et c'est extraordinaire aussi ce que Jesse Marsch a réussi à faire avec cette équipe. Lui qui était en poste depuis moins de 6 matchs avant le commencement de cette Copa. Donc c'est exceptionnel ce qu'il a pu réaliser en si peu de temps avec l'équipe. Et c'est excellent pour le futur et ce qu'il pourra réaliser et ce qu'il pourra faire aussi dans cette Coupe du Monde 2026 qui s'en vient. Allons-y maintenant de la finale entre l'Argentine et la Colombie. Un match qui a pris du temps à débuter. On va revenir sur ça un peu plus tard. Mais l'Argentine et la Colombie qui sont chaudement disputés tout le match et ça a été extrêmement serré des deux côtés. Quelques bonnes chances de part et d'autre. On a dû attendre à la prolongation puisque je vous le rappelle, tous les matchs à élimination directe, on avait décidé d'enlever les prolongations, sauf pour la finale. Donc la finale s'est disputée en prolongation et c'est Lautaro Martinez à la 112e minute de jeu qui a déjoué le gardien de la Colombie pour donner l'avance et la victoire de cette Copa América à l'Argentine qui réalise un exploit en gagnant la dernière Copa América, la Coupe du Monde et encore une fois la Copa América, la première équipe sud-américaine à faire l'exploit. Passons maintenant à quelques petites statistiques intéressantes du tournoi. Tout d'abord, le meilleur buteur du tournoi, Lautaro Martinez avec 5 buts de l'Argentine. Il faut souligner aussi le bon travail de Salomón Rondón du Venezuela avec 3 buts et Daniel Munoz avec 2 buts de la Colombie. Pour ce qui est des passeurs, on a une star qui est revenu à la vie, si on veut, avec Rames Rodriguez de la Colombie qui a réussi à faire dans le tournoi
un total de 6 passes décisives, ce qui est quand même très impressionnant. Surtout que James Rodriguez, depuis quelques saisons en club, c'est beaucoup de difficultés. Mais on dirait avec cette Copa América qu'il a vraiment réussi à rebondir et a même réussi à être le joueur du tournoi. Donc c'est vraiment excellent pour lui et on espère excellent pour la poursuite de sa carrière. J'aimerais aussi souligner le fait que, à comparer à l'Euro, où vraiment le jeu a été bien exécuté et il n'y avait pas vraiment de tacle ou de fautes grossières, ça a été tout le contraire dans cette Copa América. Il y a eu beaucoup de fautes grossières, beaucoup de jeux décousus et qui ont amené à plusieurs cartons rouges. Et en fait, il y en a eu 9 au total dans cette Copa América. Donc, c'est vraiment un aspect du jeu que les organisateurs devront peut-être revoir pour la prochaine Copa. Les sanctions et vraiment le fair play des joueurs entre eux. J'aimerais aussi revenir sur quelques événements qui se sont déroulés durant cette Copa América. Tout d'abord, parlons un peu, comme d'habitude dans chaque compétition, de l'arbitrage qui, malheureusement, encore une fois, a fait quelques siennes durant la compétition. Entre autres, on va se rappeler entre le match des États-Unis contre le Panama, où les États-Unis, à domicile, jouaient leur qualification pour les quarts de finale. Il y a eu un but qui a été accordé pour le Panama, où clairement, il y avait 2 joueurs panaméens hors jeu. Et ça a coûté vraiment la victoire et la qualification des États-Unis. Et même si on se rappelle, après le match, Christian Pulisic avait même dit à l'arbitre d'aller festoyer avec l'équipe du Panama parce qu'il leur avait donné la victoire. Et l'arbitre avait ensuite refusé de serrer la main à Christian Pulisic. Donc vraiment, ce match-là est vraiment cette façon d'arbitrer durant ce match va rester un peu dans cette histoire de la Copa América 2024. Et aussi sur le fait qu'il y a plusieurs arbitres durant le tournoi. J'ai parlé un peu plus tôt de plusieurs cartons rouges, 9 au total, mais je dirais qu'il y aurait pu en avoir encore plus dans cette édition, puisque je trouve que les arbitres, quelquefois, avaient, beaucoup de patience sur des trucs où il y aurait pu avoir beaucoup plus de cartons jaunes, de cartons rouges, d'expulsions. Et donc vraiment, j'ai trouvé que l'arbitrage était vraiment de bas niveau dans cette Copa. Il va falloir vraiment améliorer le tout pour la prochaine Copa América, mais surtout pour la prochaine Coupe du Monde. Sur d'autres événements qui sont arrivés dans cette Copa, bien sûr, on peut parler de la chaleur extrême qui a frappé plusieurs matchs durant l'événement. Tout particulièrement un match entre le Canada et le Pérou où l'arbitre de touche avait tombé sans connaissance sur le terrain puisqu'il faisait tellement chaud, il était déshydraté. Il y a aussi, bien sûr, encore une fois, au niveau des terrains, l'état de certains terrains. On voyait clairement à la télévision comment certains terrains, à chaque fois qu'un joueur marchait ou allait pour un tackle, comment tout le gazon s'arrachait avec eux. Et ça a apporté quelques blessures à certains joueurs d'ailleurs dans le tournoi. Donc ça va vraiment être à travailler pour le mondial qui s'en vient en 2026, qui sera entre autres aux États-Unis. Faudrait pas avoir ça durant une Coupe du Monde. Il y a eu aussi, bien sûr, 2 événements un peu malheureux. Tout d'abord, entre l'Uruguay et les partisans dans les estrades, il y a eu une bataille, surtout entre Darwin Núñez de l'Uruguay et les partisans. Ça a vraiment fait le tour de la terre entière, les images. Et c'est un peu déplorable de voir comment, en même temps, il y a une compétition aux États-Unis pour la Copa América et à l'international pour l'Euro et comment les 2 compétitions sont vraiment différentes à tout point et surtout sur ces genres d'aspects où tu vas pas voir à l'Euro des batailles entre les joueurs et les partisans alors qu'à la Copa, malheureusement, cette année, on a dû voir ça. Et bien sûr, ce qui fait le plus jaser, je dirais, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, lors de la finale, ça a été long avant de se lancer. C'est parce qu'il y a eu un délai de 90 minutes lors de cette finale en raison de sécurité. Il y avait plusieurs partisans qui sont rentrés dans le stade qui n'avaient pas de billets.
Il y avait des partisans qui rentraient par les bouches d'aération du stade. Ça a vraiment été chaotique et ça a pris 90 minutes, donc le temps d'un match au complet, si on veut, avant de régler la situation. Ça a été tellement chaotique. Il y a certains joueurs des équipes de la Colombie et de l'Argentine qui ont dû sortir du stade pour aller chercher leur famille parce que leur famille ne pouvait pas passer les barrières du stade. Donc ça a vraiment été choquant comme événement et disons que ça n'a pas aidé à l'image que la Copa s'était faite durant tout le tournoi. Merci tout le monde pour toutes ces informations. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. C'est ce qui va mettre fin à cet épisode. Sur ce, bonne soirée. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci et bonne soirée.